La Terre. Une planète unique, vivante, constamment en mouvement. Des continents qui dérivent et se déforment. Des volcans qui entrent en éruption. Des glaciers qui s'étendent et disparaissent. La Terre est depuis toujours un champ de bataille où s'affrontent des forces titanesques qui laissent derrière elles de mystérieuses traces géologiques. Cet épisode part à la découverte de l'Everest, le point culminant de notre planète. Pour en percer ces mystères, une équipe d'alpinistes se lance dans une périlleuse mission, rapporter des pierres provenant du sommet. Ce voyage dans l'histoire de la formation de l'Everest mettra au jour des fossiles préhistoriques, des cristaux cachés, des climats épiques et d'immenses structures inscrites dans ces montagnes. Chacun de ces éléments participe à sa manière à l'histoire de l'origine de la Terre. La chaîne de l'Himalaya s'étend sur près de 2500 km en Asie. Elle abrite 14 des plus hautes montagnes du monde. Mais l'une d'entre elles dépasse toutes les autres, l'Everest. Avec ses 8848 mètres, l'Everest est le toit du monde. Pour tenter de comprendre la formation de cette immense montagne, les géologues ont besoin de preuves, d'échantillons de roches de l'Everest. Mais cette mission n'est pas sans risque, et les volontaires sont peu nombreux. Kenton Cool est l'un des meilleurs alpinistes de haute montagne du monde. Il a accepté de faire partie de cette mission géologique qui l'emmènera au sommet de l'Everest. Les géologues lui ont demandé de collecter 3 types d'échantillons. Un provenant du haut de l'Everest et 2 autres à de plus basses altitudes. Ces échantillons extrêmement rares fourniront à nos enquêteurs des informations de première importance. Kenton est arrivé au camp de base de l'Everest. Constitué de simples tentes dispersées sur un champ de cailloux, il se trouve à 5364 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je suis en train de faire le tri dans les objets que je vais emporter là-haut. J'ai pris plein de sacs refermables. J'espère que les échantillons tiendront dedans. Au cours de ces 5 prochains jours, il grimpera de 3600 mètres, soit 8 fois la hauteur de l'Empire State Building. Kenton se lance dans l'ascension. Il doit d'abord négocier le glacier de Khumbu, un fleuve gelé, entaillé de crevasses profondes de plusieurs centaines de mètres. Cette ascension est pleine de pièges, le glacier étant en perpétuel mouvement. Et des tours de glace menaçant de s'effondrer à chaque instant. Kenton s'attaque maintenant à la partie la plus dangereuse de l'ascension. À 6400 mètres d'altitude, il est déjà plus haut que le mont McKinley. Devant lui, l'Everest n'est plus qu'un mur de glace. Le vent souffle à plus de 150 km/h et la température est tombée à moins 40 degrés. Voilà 4 jours que Kenton a quitté le camp de base. Arrivé à 7900 mètres, il atteint le point où l'Everest se détache du Lhotse, un sommet voisin. Nous sommes au col sud, le camp le plus élevé du monde. 7950 mètres. On est si haut qu'il n'y a aucune vie ici. Kenton quittera ce camp à 3 heures du matin et passera le reste de la nuit à escalader le mont dont il espère atteindre le sommet au matin. Il fait nuit noire. Il est 3 heures du matin. Le timing est crucial et les conditions climatiques doivent être optimales. Le sommet n'est accessible que 12 jours par an. Hors de question pour nos alpinistes de laisser passer cette occasion. Kenton met toutes les chances de son côté. Il s'aventure à présent dans ce qu'on appelle la zone de mort. Les alpinistes doivent s'équiper de bouteilles d'oxygène, l'air y étant 3 fois plus rare qu'au niveau de la mer. Une personne sur 10 trouve la mort
en tentant d'escalader l'Everest. Et la plupart de ces décès ont lieu au cours de cette dernière étape. Encore un peu. Kenton arrive enfin au sommet de l'Everest. 8850 mètres. Nous sommes les plus hauts du monde. Et voici le panorama qu'offre le toit du monde. Pour la plupart des alpinistes, ce sommet est le but ultime. Mais la mission de Kenton ne fait que commencer. Il descend de quelques mètres afin de trouver un pan de roche à découvert. Son premier échantillon, du calcaire gris, une roche tendre et facile à casser. Voici à quoi ressemble la pierre la plus haute du monde. Encore 2 à prélever. Kenton reprend sa descente à la recherche d'un deuxième échantillon. Juste au-dessous du sommet, la roche prend une teinte différente. Les alpinistes l'ont surnommée la bande jaune du fait de sa couleur. Cette roche n'a rien à voir avec celle du sommet. Elle est beaucoup plus dure et d'un jaune prononcé. Il s'agit là d'une couche de marbre. Voici l'échantillon de la bande jaune. Nous sommes sur la bande jaune. On en a quelques morceaux. Ça n'a pas été facile. Et on va pas traîner ici. Il commence à neiger. Plus qu'un seul échantillon à prélever. Kenton continue sa longue descente, au bout de laquelle il récoltera un nouvel indice. Il pénètre dans la vallée du Silence, taillée en forme de U par le glacier de Khumbu. Depuis des millions d'années s'avance irrémédiablement ce fleuve de glace. Au fur et à mesure, des pierres et des débris emprisonnés dans le glacier ont érodé la roche sous-jacente, révélant ainsi la base de l'Everest. Le dernier échantillon que Kenton rapportera doit provenir de ce lieu précis, composé de roches blanches, du granit. Nous sommes sur la combe ouest de l'Everest, à 7950 mètres. Je suis juste en dessous d'une des étendues de roches les plus accessibles. J'ai une falaise de granit au-dessus de moi. Cette roche blanche contient une multitude de cristaux. Elle est très dure et ne ressemble ni au calcaire du sommet, ni au marbre jaune. Eh bien, voilà un beau morceau de granit. Kenton emballe précieusement ces 3 échantillons et se rend à l'université d'Oxford. C'est ici qu'il sera analysé par le plus grand spécialiste de l'Everest, Mike Searle. Mike, voici un bout de sommet. Il arrive tout droit du toit du monde. Cette pierre est une des plus précieuses de toute l'expédition. Géologiquement, elle vaut son pesant d'or. Celle-ci vient du sommet de l'Everest. La deuxième pierre provient de la bande jaune. Et encore plus bas se trouve une autre roche, le granit. On a presque tout l'Everest là. Tout à fait. L'Everest est principalement composé de ces 3 roches. Je vous assure que tous les efforts que vous avez déployés en valent vraiment la peine. J'espère. Nous allons maintenant étudier ce que ces pierres contiennent. La pierre du sommet est coupée en fines lamelles. Si fines qu'elles laissent passer la lumière. Alors observons cette lamelle de calcaire du sommet de l'Everest. La plus haute pierre du monde dévoile son secret. On a un morceau de tige de crinoïde. C'est un lys de mer. Grâce au registre fossile, il est possible de dater cette tige. Elle remonte à plus de 400 millions d'années.
Ce lisse de mer prouve que la roche du sommet de l'Everest s'est formée dans un environnement aquatique. C'est une preuve formelle que cette roche a commencé son existence au fin fond d'une mer. Et quand je me dis que je l'ai trouvée au sommet du monde, au sommet de l'Everest, je trouve ça incroyable. Mais le mystère reste entier. Comment une roche contenant des fossiles marins s'est-elle retrouvée au sommet de l'Everest? Cette mission a permis de mettre au jour 2 indices sur la formation de l'Everest. Les échantillons révèlent que cette montagne est faite de 3 roches différentes. Et la roche du sommet de l'Everest contient des fossiles marins qui attestent que cette roche a commencé sa vie au fond de la mer. Pour comprendre le mécanisme qui a fait d'un fond marin le sommet de la plus haute montagne du monde, les géologues ont besoin de preuves vieilles de plusieurs millions d'années, de matériaux venant du fond des âges, avant même la naissance de la chaîne de l'Himalaya. Il y a 400 millions d'années, aucune trace de l'Himalaya sur notre planète. Le lisse de mer retrouvé fossilisé au sommet de l'Everest montre que l'endroit où se trouve cette immense montagne était avant recouvert d'eau. Pour définir s'il s'agissait d'une simple mer intérieure ou d'un vaste océan, le géologue Mike Searle part explorer l'Himalaya. Son enquête commence dans la rivière Garkola, qui prend sa source dans le Haut-Himalaya. Dans son lit se trouve un étrange indice. Cette pierre qui est dans ma main peut paraître assez banale et insignifiante. Ce n'est qu'un des nombreux galets de cette rivière, mais elle contient un indice déterminant sur la formation de l'Himalaya et l'évolution de ces roches. On dirait presque un tour de magie, mais quand on brise cette pierre en deux, ce qu'on trouve à l'intérieur est un fossile absolument magnifique, plus précisément une ammonite. Cette créature préhistorique fait partie de la famille des calmars. Elle est la preuve de l'existence d'un complexe écosystème présent dans les profonds océans. Ce calmar géant naviguait dans les mers qui se trouvaient autrefois entre l'Inde et l'Asie. Et c'est le genre d'indice qui nous fait dire qu'il y avait bien un océan entre ces continents. Mais pour que ces fossiles marins aient atterri tout en haut de l'Himalaya, au sommet de l'Everest, d'immenses forces géologiques ont dû pousser ces fonds marins et les soulever hors de l'eau. Des géologues se sont penchés sur cette question pendant plus d'1 siècle. Et c'est dans un endroit surprenant qu'ils trouvèrent un début de réponse. En Antarctique. En 1910, Robert Scott, le célèbre explorateur de l'Antarctique, entreprend une malheureuse expédition vers le pôle Sud. Mais en arrivant au pôle, Scott et 5 de ses compagnons trouvent la mort. Quand leurs corps furent retrouvés, on découvrit dans leurs affaires, étiquetés et soigneusement emballés, des fossiles. Ces fossiles étaient des restes d'une plante appelée Glossopteris. Certains de ces spécimens sont conservés à la British Antarctic Survey. Le Glossopteris est une sorte de plante de la famille des fougères. Et vu les fossiles que nous en avons, des racines, des feuilles, des troncs, les paléontologues pensent que ce Glossopteris était une sorte d'arbre. Les géologues s'aperçurent rapidement que ce fossile était présent un peu partout. En Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, à Madagascar et en Australie. Les géologues se retrouvaient maintenant face à un mystère. Comment cette espèce de plante avait-elle pu être disséminée sur des continents séparés les uns des autres par des milliers de kilomètres d'océan? Le Glossopteris est un fossile très important. Il est impossible que la dissémination de cette plante ait pu se faire par le vent ou par des oiseaux sur d'aussi vastes distances. S'il est impossible pour le Glossopteris de franchir les océans, alors il ne restait plus qu'une seule solution. À l'époque où ces arbres proliféraient, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années,
les continents étaient réunis en une seule masse de terre, une sorte de supercontinent baptisé Gondwana par les géologues. Ceci explique donc la répartition du Glossoptéris. Mais de violentes forces tectoniques fissurèrent cette masse de terre et la morcelèrent en plusieurs continents. Il y a 80 millions d'années, l'Inde se détacha, elle dériva vers le nord et finit par entrer en collision avec l'Asie. Les géologues partirent donc à la recherche de la date exacte de cette collision. Une fois de plus, ils se tournèrent vers les fossiles marins. Nous connaissons l'âge de la collision entre l'Inde et l'Asie grâce à plusieurs éléments, mais surtout grâce à l'âge des fossiles marins les plus récents retrouvés le long de la zone de collision. Et ces fossiles ont été datés avec beaucoup de précision. Ils ont 50 500 000 ans. L'Inde s'est détachée de Gondwana il y a 80 millions d'années et est entrée en collision avec l'Asie il y a 50 500 000 ans. Elle a donc parcouru 6 400 km en seulement 30 millions d'années, ce qui est extrêmement rapide à l'échelle du temps géologique. Les plaques tectoniques qui poussaient l'Inde vers le nord de l'océan Indien se déplaçaient à une vitesse d'en moyenne 25 à 30 cm par an, ce qui est énorme. C'est cette vitesse qui explique en partie la taille exceptionnelle de l'Himalaya. Parce que, comme dans tout accident, plus la collision est rapide, plus les dégâts sont importants. Ces enquêtes ont révélé deux indices qui prouvent que l'Inde et l'Asie étaient autrefois séparées. Les ammonites sont le signe qu'entre l'Inde et l'Asie se trouvait un océan. Les fossiles de Glossoptéris démontrent que l'Inde faisait autrefois partie de ce supercontinent appelé Gondwana. Il s'agit maintenant de comprendre comment cette collision intercontinentale a pu donner naissance à la plus haute montagne du monde. La géologie tente de percer le mystère de la formation de l'Everest. Des géologues ont découvert qu'il y a 400 millions d'années s'étendait un vaste océan à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'Himalaya. L'Inde faisait partie du Gondwana jusqu'à ce qu'il y a 80 millions d'années, de violentes forces tectoniques agitent la planète et fissurent ce supercontinent. L'Inde se mit à dériver vers le nord. Il y a 50 millions d'années, l'Inde entrait en collision avec l'Asie. Au cours des 30 millions d'années suivantes, ce carambolage intercontinental commença à dessiner la chaîne de montagnes la plus haute du monde. L'Himalaya porte encore aujourd'hui des traces de la première étape de ce processus. Et c'est du ciel qu'elles sont les plus visibles. Le haut Himalaya est quasiment inaccessible. Il suffit de regarder pour s'en rendre compte. C'est une mer de montagnes. Elles font toutes plus de 3600 mètres. Il y en a des centaines. Et aucun être humain ne réussira jamais à escalader la plupart d'entre elles. Un paradis pour les géologues. Les différentes formations se détachent les unes des autres. De grandes strates de roches apparaissent distinctement sur les flancs des montagnes. Tous ces plis que l'on voit ici sur le Dholagiri et le Tukuche datent du début de la formation de l'Himalaya. Quand l'Inde est entrée en collision avec l'Asie, la première chose qui s'est passée, c'est que la marge nord de l'Inde a commencé à se tordre et à se plier. Et c'est ce qui a donné ces énormes plis qui ornent les montagnes et qui sont véritablement impressionnants à voir. La collision entre l'Inde et l'Asie fut magistrale. La terre et les fonds marins qui se trouvaient au milieu plièrent littéralement sous l'énorme pression exercée par ces continents. Mais ces plis ne sont qu'un élément de la réponse et n'expliquent pas à eux seuls l'immense taille de l'Himalaya. Searle reprend son investigation. Voici la récompense de tous nos efforts.
Nous venons de passer 5 jours à marcher dans la jungle, dans la forêt, sous une pluie battante, et au bout, enfin, l'Himalaya. J'aime tellement ces montagnes. Regardez ces pics là-bas, ils sont absolument superbes. Searle se concentre sur une étrange et gigantesque cicatrice visible sur un flanc de montagne. Il s'agit d'une trace laissée par la deuxième et impressionnante phase de construction de l'Himalaya. J'ai fait un croquis de ce que nous avons en face de nous. Avec le Dhaulagiri ici, et les immenses plis du Tukuche à droite. Et cette gigantesque faille que nous voyons très bien, qui suit la base du Dhaulagiri et descend jusqu'à la vallée de Kaligandaki tout en bas. Une faille est une fracture qui sépare deux blocs montagneux. La première étape dans le processus de formation de l'Himalaya a été le plissement de la roche. Mais il arrive un moment où la roche ne peut plus être pliée. Elle finit par se chevaucher. Et elle continue à avancer jusqu'à ce que ce chevauchement se déplace le long d'une faille très discrète. C'est exactement ce qui s'est passé partout dans l'Himalaya. Ces roches sont faites de plissements et de poussées. Les couches géologiques ont un point limite de plissement. Quand cette limite est dépassée, les roches se cassent et forment des failles. Ces failles finissent par superposer différents types de roches les uns sur les autres. Les failles sont des juxtapositions de deux différentes roches. Et c'est comme ça qu'on retrouve au niveau des gigantesques failles qui entaillent l'Himalaya, le sommet de l'Everest, une couche de calcaire au-dessus d'une couche de marbre. C'est exactement ce qu'ont révélé les échantillons de roches prélevés par Kenton sur l'Everest. Le calcaire du sommet repose sur la bande jaune composée de marbre. Le sommet de l'Everest est donc le résultat de plis et de failles. Mais ceci n'explique pas encore complètement la taille démesurée de l'Everest. Les géologues en ont conclu qu'il devait y avoir eu une autre force géologique encore plus puissante à l'œuvre. Pour trouver des traces de cette force, il faut chercher du côté de la rivière de Galemdi Kola. Cette rivière est une sorte de décharge toboggan, puisque toutes les pierres qui se détachent du haut Himalaya au nord arrivent ici et finissent leur course au sud, dans les grandes plaines indiennes. C'est l'endroit idéal pour trouver tous les types de roches qui composent les hautes montagnes du nord. Tout détective sait que pour trouver les indices les plus intéressants, il faut faire les poubelles. Dans ce cas, il s'agit des poubelles des pics himalayens. Voilà exactement ce que je cherchais. C'est un superbe exemple de gneiss, qui contient de magnifiques cristaux de dystène allongés et bleus. Le dystène est un minéral précieux pour comprendre la formation de ces roches. Ce minéral parle beaucoup aux géologues. Il nous dit que cette roche a été enfouie très profondément, peut-être à 50 km sous terre, et qu'elle a subi une très forte température et une très haute pression. Suite à la collision, les couches rocheuses se sont élevées, mais certaines ont aussi plongé vers le cœur en fusion de la Terre. La chaleur et la pression ont changé la roche et formé des cristaux de dystène. Une autre pierre de cette rivière donne un nouvel indice quant à ce qui s'est passé dans ces grandes profondeurs. Cette couche blanche est un granit himalayen. Presque tous les hauts sommets de l'Himalaya sont faits de cette roche. Et bien sûr, on retrouve exactement la même à la base de l'Everest. La présence de ces stries blanches nous indique que cette roche a partiellement fondu quand elle s'est retrouvée au contact des fortes températures qui ont accompagné la création de ces montagnes.
La masse rocheuse a plongé si profondément sous la surface de la Terre qu'elle a atteint l'incroyable température de 2200 degrés et s'est mise à fondre. Une fois fondue, il lui devenait possible de bouger et de couler. L'Himalaya pourrait être comparé à un tapis roulant qui prendrait les roches de la plaque indienne, les enfoncerait dans l'écorce terrestre, où la chaleur et la pression les modifieraient et en ferait du granit. Et ce système finirait par les faire remonter à la surface de la Terre, le long des pans de la faille. Il y a 20 millions d'années, cet étrange tapis roulant, ce magmatisme, marchait à plein régime. L'Inde continuant sa poussée vers le nord, une bande liquide de roches en fusion remontait vers la surface et formait, en refroidissant, une couche de granit. C'est ce qu'on appelle l'effet fer à repasser. Le granit est une roche magmatique. Elle se forme en faisant fondre une partie de la croûte terrestre. En général, elle soulève ensuite la croûte terrestre et forme des chaînes de montagnes, comme la Sierra Nevada ou le parc Yosemite par exemple. Mais ce n'est pas le cas pour l'Himalaya. Le granit coule presque à l'horizontale de là où il s'est formé, la partie sud du plateau tibétain. Et il vient former les hauts sommets de l'Himalaya. Et c'est ce système de tapis roulant qui fait qu'aujourd'hui encore, l'Himalaya continue à grandir. Ces montagnes n'ont cessé d'être hissées à des proportions phénoménales. C'est ce processus unique qui est à l'origine de la taille impressionnante de l'Himalaya. La mission de Kenton Kool sur l'Everest a mis au jour une bande de granit étonnamment épaisse. C'est maintenant une certitude. La taille de l'Everest est bien due à l'effet fer à repasser. Les géologues qui s'intéressent à la formation de l'Everest ont découvert des plis et des failles, preuve d'un début de formation de relief classique, des stries blanches de granit qui indiquent que cette roche a fondu à plus de 2200 degrés et qu'un immense système de tapis roulant de magma a pris le relais. Mais l'Himalaya allait devenir un vrai champ de bataille géologique sur lequel forces destructrices et puissances climatiques s'affronteraient pour mettre en péril la hauteur de l'Everest. Il y a 400 millions d'années, l'Himalaya commençait à prendre forme au fin fond d'un immense océan. Il y a 50 millions d'années, la Terre se met à trembler quand l'Inde entra en collision avec le continent asiatique. Depuis, d'impressionnantes forces tectoniques ont créé la plus haute montagne du monde. Mais quel sort l'avenir lui réserve-t-il ? L'Everest va-t-il continuer à grandir ou rencontrera-t-il plus fort que lui? John Galetzka cherche à savoir si le processus qui permit à l'Everest de grandir est toujours en activité. Afin de répondre à cette question, il a sillonné l'Inde et le Népal pour y installer, dans les endroits les plus reculés, des stations GPS. Voilà. La voiture ne peut pas aller plus loin. Il nous reste 3 heures de marche pour arriver tout en haut. Les stations GPS fonctionnent comme n'importe quel GPS de voiture. Elles captent des signaux émis par des satellites et enregistrent le moindre déplacement de terrain. Cette station GPS fonctionne en continu depuis qu'elle a été installée il y a 5 ans. Et depuis, chaque seconde, mois après mois, année après année, elle enregistre sa position. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la station a changé de place, comment elle se déplace, à quelle vitesse elle se déplace, et même si cette vitesse évolue. Les données de ces GPS montrent que l'Inde est toujours en mouvement et qu'elle se déplace de 5 cm par an. 50 millions d'années après son entrée en collision, l'Inde continue son voyage vers le nord et s'enfonce sous l'Asie. Ce faisant,
l'Everest continue son élévation. Mais cette situation peut avoir de terribles répercussions. Des tremblements de terre. Ce qui se produit ici, dans cette partie de l'Himalaya népalais, c'est que la plaque tectonique indienne est en train d'emboutir l'Asie. Dans ce cas précis, c'est l'Inde qui est perdante. Elle s'enfonce sous l'Asie. Malheureusement, leur friction se retrouve bloquée. Et dans quelques centaines d'années, toute la pression qui se sera accumulée se relâchera en un immense tremblement de terre. L'Himalaya a déjà connu 15 tremblements de terre majeurs au cours de ces 100 dernières années. Le dernier en date s'est produit au Pakistan le 8 octobre 2005. Il ne restait plus qu'un champ de ruines. Les études de Galetska montrent qu'un autre tremblement de terre se prépare. Katmandou, la capitale du Népal, est au beau milieu de la zone de danger. Quand ce tremblement de terre aura lieu, et non s'il a lieu, parce qu'il aura lieu, c'est sûr, les gens vivront plusieurs minutes de terreur. Katmandou sera très fortement secoué. Les immeubles s'effondreront. Il y aura des affaissements de terrain sur les montagnes. La dévastation sera complète. Ce sont 36 millions de personnes qui habitent au Népal. 50 millions qui habitent le long de la chaîne de l'Himalaya et aucune ne sera épargnée. Ces terribles tremblements de terre sont les conséquences d'une zone montagneuse encore très active. D'autres preuves attestent que l'Everest continue à être soulevé. Mais ces montagnes doivent faire face à une seconde force, l'érosion. La nature est constamment en lutte ici, entre l'Himalaya qui continue à grandir et l'érosion. L'érosion est féroce dans l'Himalaya. Elle s'explique notamment par un phénomène bien visible dans un petit village à 500 km à l'est de l'Everest, Cherrapunji. Voici l'endroit le plus humide de la Terre. Il tombe ici plus de 12 mètres de précipitations par an. L'humidité y est 12 fois plus importante qu'à Seattle. Ce phénomène porte un nom, la mousson. La mousson indienne est un système quasiment unique au monde. Elle est déclenchée par les hautes montagnes, le haut Himalaya et le plateau tibétain. Ce dernier étant est de loin la plus grande région à la plus haute altitude de la Terre. Ce plateau crée un énorme anticyclone au cours des mois d'été qui, par un effet d'appel d'air, attire toute la masse d'air chaud et humide de l'océan Indien. Ce phénomène climatique saisonnier se produit dans toute l'Inde. Des nuages se forment et s'élèvent avant d'être bloqués par les montagnes. Ils se transforment alors en fortes pluies qui inondent toute l'Inde. C'est sur le versant sud de l'Himalaya que les pluies sont les plus abondantes. En pleine mousson d'été, le niveau d'eau de ces rivières peut augmenter de 6 à 10 mètres pendant un orage, par exemple. Et à l'endroit où je suis, l'eau arrive facilement à ce niveau. Chaque année, plus de 14 000 milliards de mètres cubes d'eau fraîche, c'est-à-dire de quoi remplir plus de 30 fois le barrage Hoover aux États-Unis, dévalent les pentes de ces montagnes. Cette eau alimente quelques-uns des plus grands fleuves du monde, le Gange, l'Indus, l'Irrawaddy et le Yangtze. L'Himalaya est le réservoir de l'Asie et fournit en eau 1/5 de la population mondiale. Mais toute cette eau a un effet dramatique sur les montagnes. Les fleuves et les rivières creusent de profondes vallées. Au sommet des montagnes, la pluie se transforme en neige et va grossir les glaciers qui entaillent les flancs. Toutes ces forces en œuvre chaque jour érodent les sommets himalayens.
La mousson est d'une telle intensité que les géologues pensent que l'Everest et l'Himalaya subissent une érosion beaucoup plus vite qu'aucune autre chaîne de montagnes au monde. En 2004, est apparue une nouvelle technique extrêmement puissante qui permet de mesurer la vitesse d'érosion d'une montagne. Elle se sert des particules de haute énergie provenant de l'espace. En ce moment même, nous sommes bombardés de rayons cosmiques qui viennent du fin fond de la galaxie. Quand ces particules heurtent une surface rocheuse, se produit un changement chimique, un peu comme un coup de soleil cosmique. L'érosion provoquée par les rivières et les glaciers expose les surfaces rocheuses à ces rayons cosmiques. Et comme pour un coup de soleil, plus la roche est exposée, plus sa surface est abîmée. C'est en évaluant la dégradation provoquée par des rayons cosmiques que les géologues peuvent déterminer à quelle vitesse les fleuves et les glaciers érodent les montagnes. Cette science exige une infinie précision. Les concentrations que nous tentons de mesurer sont si infimes que cela équivaudrait à mettre une pincée de sel dans une piscine olympique et à essayer de trouver 1 ou 2 grains de sel. Après des années de recherche, Owen a découvert que la vitesse maximum d'érosion était de 2,7 cm par an. C'est-à-dire 6 fois plus rapide que pour les rocheuses, et même plus rapide qu'aucun autre endroit au monde. Toutes les montagnes sont sujettes à l'érosion. Les forces tectoniques s'occupent de les faire grandir et l'érosion de l'autre côté les grignote. Les Alpes, les Rocheuses, les Andes ont tout un potentiel d'érosion. Mais aucune montagne n'a un potentiel d'érosion aussi élevé que l'Himalaya. L'érosion ici est plus forte que partout ailleurs et la cause principale en est la mousson d'été. La bataille entre soulèvement et érosion est loin d'être finie. Mais elle pose cependant une question. De ces deux forces, qui emporte cette bataille? L'Everest grandit-il ou rapetisse-t-il? En 1999, une équipe de géologues a tenté de répondre à cette question. Ils installèrent une petite station GPS tout près du sommet de l'Everest. 2 ans plus tard, les géologues tenaient leur réponse. L'Everest continue bel et bien à s'élever, à raison de 6 mm par an. La plus haute montagne du monde n'a pas fini de grandir. Cette enquête sur le soulèvement et le mouvement de l'Himalaya a abouti à plusieurs preuves. Les données des GPS montrent que cette chaîne de montagnes très active n'a pas fini de grandir. La datation des rayons cosmiques met au jour que l'érosion de l'Himalaya est beaucoup plus rapide que partout ailleurs dans le monde. Les géologues disposent à présent des outils qui les autorisent à faire des prédictions quant à l'avenir de l'Everest. Cette montagne, ainsi que le reste de l'Himalaya, continuera à s'élever. L'apparition de nouvelles technologies permet de faire de nouvelles découvertes sur l'Himalaya. Une des découvertes les plus récentes révèle que le soulèvement de ces montagnes a été si important qu'il aurait peut-être changé le cours de l'histoire et plongé la planète tout entière dans un froid glacial. L'Everest, une histoire de 50 millions d'années. L'Himalaya est aujourd'hui la chaîne de montagnes la plus grande, la plus haute et la plus active de toute la planète. Les superlatifs ne manquent pas. La plus profonde des vallées qui plonge à plus de 6000 mètres. Le plus haut plateau, le plus long flanc de roches pures. Des centaines de sommets, parmi lesquels les plus hauts du monde, et dont la plupart n'ont pas encore reçu de nom. L'apparition de l'Himalaya a changé la face du monde au cours d'une impressionnante évolution qui a commencé au fond d'un océan et a fini par la chaîne de montagnes de tous les extrêmes, qui a elle-même donné naissance à un des systèmes météorologiques les plus importants au monde, la mousson, qui alimente en eau 1/5 de la population mondiale. L'Himalaya et le Tibet sont des sujets d'études passionnants pour tout géologue, parce que ce sont des environnements extrêmement actifs et dynamiques, tant au niveau géologique qu'au niveau climatique. Les géologues qui scrutent l'Himalaya
ont fait de surprenantes conclusions. Des découvertes qui suggèrent que le soulèvement de cette chaîne de montagnes aurait pu avoir des répercussions sur la planète tout entière. Cette découverte a été faite presque par hasard, alors que des scientifiques se penchaient sur un phénomène qui porte le nom d'altération chimique. Quand il pleut, le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère se dissout et acidifie la pluie. Cette pluie acide attaque les surfaces rocheuses. Cette altération chimique prélève le CO2 de l'atmosphère et l'emprisonne dans les roches. Les roches interagissent avec l'atmosphère. Elles retiennent le dioxyde de carbone, ce qui produit un effet de serre négatif, une sorte d'effet de glacière. Plus ce phénomène se produit, plus l'atmosphère se vide de son dioxyde de carbone, plus l'air se refroidit. Plus l'atmosphère contient de CO2, plus la température augmente. À l'inverse, moins il y a de CO2, plus la température baisse. Certains scientifiques ont fait une curieuse découverte. Les 20 derniers millions d'années qui virent l'impressionnant soulèvement de l'Himalaya coïncident avec une baisse graduelle de la température qui engendra la dernière ère glaciaire majeure. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. En grandissant, l'Himalaya a joué le rôle d'une éponge géante et a absorbé d'énormes quantités de CO2 qui se trouvaient dans l'atmosphère. Le soulèvement de l'Himalaya et du Tibet et sa conséquence, la diminution de CO2 dans l'atmosphère due aux pluies acides, ont été des facteurs déterminants dans le refroidissement de la planète et dans l'apparition de l'ère glaciaire qui a débuté il y a 2,5 millions d'années. Ce refroidissement fut d'une telle intensité qu'il y a 2 500 000 ans, il contribua à créer une glaciation planétaire. Une période glaciaire qui toucha l'atmosphère de notre planète et modifia le cours de la vie sur toute la surface de la Terre. Tous les géologues s'accordent à dire que l'immense influence exercée par les montagnes de l'Himalaya n'est pas prête de s'arrêter, étant donné que ces dernières sont toujours en pleine croissance. L'Inde étant constamment en train de s'enfoncer sous l'Asie, le système de formation du relief est toujours en marche et de nouvelles montagnes vont s'élever. Dans 10 millions d'années, près de 500 km de terre auront disparu sous l'Asie et la chaîne de l'Himalaya aura encore grandi. Cette vaste étendue de sommets enneigés réserve encore quelques surprises aux géologues. Pour les géologues, c'est un vrai terrain de jeu, parce qu'il reste encore plein de régions vierges à explorer. L'Everest et l'Himalaya sont toujours l'objet de nombreuses recherches, et nul ne sait ce qu'elles nous réservent. Voilà ce que cet incroyable voyage géologique sur l'Everest a révélé. Des ammonites qui montrent que l'Inde et l'Asie étaient autrefois séparés par un vaste océan, et que ces continents sont entrés en collision il y a 50 500 000 ans. Des failles et des plis qui racontent le début de la formation de cette montagne. Du granit, qui explique que cette immense force qui a soulevé si haut l'Everest était une sorte de tapis roulant de magma en fusion. Des données GPS, qui révèlent que l'Himalaya est la chaîne de montagnes la plus active du monde et que l'Everest est encore en train de grandir. L'Everest domine de toute sa hauteur la Terre, qui s'étale devant elle. Mais dans quelques millions d'années, se profilera peut-être une autre montagne géante qui pourrait bien l'éclipser. L'histoire de la Terre est loin d'être finie.